Nous sommes aujourd'hui avec le parti Les Démocrates et notre invité n'est pas des moindres, il s'agit bel et bien de l'honorable Guy Mitokwe. Bonjour honorable Guy Mitokwe. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes un ancien parlementaire et acteur politique, vous êtes le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, c'est bel et bien ça? Effectivement. Alors, ma première question est toute simple, comment se porte le Bénin aujourd'hui? Avant toute chose, je voudrais vous saluer, vous remercier. Saluer aussi et remercier vos internautes, je crois. Les téléspectateurs. Voilà, vos téléspectateurs et vos internautes aussi. Voilà, parce que je vois ça sur la chaîne YouTube. Voilà. Je voudrais vous saluer aussi pour tout le travail que vous abattez. À la question de savoir comment se porte le Bénin aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'il faut demander à M. Patrice Talon, c'est lui qui est le président de la République du Bénin. Je crois qu'il est la personnalité la mieux indiquée pour savoir comment le pays se porte aujourd'hui. Parce que en 8 années de gestion, en 8 années de gouvernance, je crois qu'il est à même aujourd'hui de savoir s'il est en train d'aller dans le sens souhaité par le peuple ou s'il est en train carrément de décevoir le peuple. Et moi, j'opterais beaucoup plus pour la deuxième hypothèse. Je pense aujourd'hui, plus que jamais, que c'est une grosse déception. C'est une grosse déception. Vous faites partie de ceux-là quand même qui l'ont élu en 2016. Non, c'est une question assez complexe parce que quand vous le dites ainsi... Avec le parti Restaurer l'Espoir, vous faites partie de ceux-là qui ont fait venir même le président Talon au pouvoir. Effectivement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une question assez complexe. Vous savez, pour répondre à cette question, je vais aller dans le sens d'une conversation que j'ai eue avec mon père, je crois, il y a 2 ou 3 jours. Voilà. J'étais avec mon père et il me posait la question de savoir, il dit, mais en son temps, celui avec qui tu es aujourd'hui, qui est le président du parti Les Démocrates, avait en son temps dit quand même de ne pas aller dans le sens dans lequel vous étiez allé en 2015-2016. Et je disais à mon père, et bon, je l'ai dit en fond, en mari, que l'être humain n'est pas un gombo. Voilà, dont on peut vérifier la qualité en découpant. Et puis, j'ai pris un deuxième exemple. J'ai dit, mais papa, quand je décide de me marier avec une femme, personne ne se marie au jour de son mariage, il dit, je vais divorcer dans 3 mois. Personne ne se marie et dit, dans 6 mois, dans 1 an, je vais divorcer. Mais pourtant, les divorces existent. Voilà. Cela voudrait dire que, à l'entame, vous vous dites, c'est la femme idéale. Elle aussi, elle se dit, c'est le monsieur idéal. Mais une fois ensemble, vous constatez que les fruits n'ont pas véritablement tenu la promesse des fleurs. Ou qu'on vous a vendu carrément des chimères. Et donc, nous sommes plus ou moins dans ce registre. Parce que pour revenir à la question du soutien que nous avons porté au candidat Patrice Talon devenu président de la République, il faut dire qu'on n'avait pas dit ce que nous avons constaté par la suite. Parce que pour nous, on soutenait un démocrate. Et parce que, ça je le dis, et partout on voudrait l'entendre, si la démocratie n'existait pas, le pire ennemi du président Yahi ne serait pas son successeur. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, nous devons de défendre cette démocratie. Parce que je peux ne pas vous aimer, M. Agon. Vous pouvez ne pas m'aimer. Mais dans un registre où les jeux, où les normes du jeu sont bien définies, il faut le respect des normes. On ne change pas les règles du jeu au cours du jeu, comme on le dit d'une manière vulgaire. Et c'est ce que nous constatons malheureusement avec M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, depuis un certain moment. Qu'on change les règles du jeu au cours du jeu, parce que je n'aime pas M. Agon, ou parce que je n'aime pas celui qui est en face de moi, je tronque les règles, je falsifie les règles afin qu'il ne puisse jamais s'en sortir. C'est ainsi, lui ne serait pas le successeur du président Omar Bongo Yahi. Et pour qu'une nation grandisse, pour qu'une nation soit forte, parce que nous parlons tous du développement, pour qu'un développement soit une réalité, il faut de l'honnêteté dans la compétition politique, dans la compétition électorale. Parce que celui qui fait la promotion du banditisme politique, celui qui fait la promotion de l'injustice politique, ne peut pas être contre la corruption. Puisqu'en amont, vous-même, vous tronquez les règles, vous trompez les lois, vous tronquez tout. Mais le bon fonctionnaire qui est dans son bureau, il sera plus facile pour lui de tronquer les règles afin de voler l'État. Parce qu'en amont, vous les politiques, vous ne lui donnez pas l'exemple selon lequel, même si les jeux ou les sondages sont à ma défaveur, je dois rester dans le registre du respect des normes afin que la compétition se déroule. Vous avez de l'habitude de donner un exemple. J'ai été par le passé
le président de la Fédération nationale des étudiants béninois. Et j'ai eu l'occasion d'être le premier président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, élu au suffrage universel direct de tous les étudiants. Quand je finissais mon mandat, naturellement, j'avais fait 2 mandats. Un mandat en tant que premier vice-président et un deuxième mandat en tant que président. Donc, je n'avais pas droit au 3e mandat. Mais j'avais la possibilité en son temps, parce que le président de la commission électorale fédérale autonome était un ami. J'avais un chef d'état-major. J'avais un certain nombre d'instruments autour de moi qui me permettaient quand même de tronquer les règles et de me présenter pour un 3e mandat. Puisque j'étais en 4e année, j'avais la possibilité de tronquer les tests et de me présenter. Premièrement, j'ai dit je ne le ferai pas. Et mes lieutenants autour de moi m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas dans ce sens? Parce que c'est une jeune démocratie. Ce que je vous dis date de 20 ans. Et je parle, les téléspectateurs, vos internautes peuvent checker en 2006, 2004, et tout, ils peuvent vérifier. Ça existe, les faits. Premièrement, je n'ai pas structuré les tests pour rester. Ensuite, lorsqu'on a laissé la compétition ouverte, j'ai eu un candidat qui aujourd'hui curieusement, c'est même écrit hier, il est aujourd'hui à la mairie de Cotonou, M. Satondi Pakouraou, qui a été le candidat que j'ai soutenu. Et il était face à un adversaire, lui qui est M. Tchan Koudouzou, qui a été commissaire aujourd'hui publié aux États-Unis. Et lorsque la compétition a démarré, et que les éléments de l'état-major sur les différents campus ont fait un sondage dans les rangs, ont compris que notre candidat était en train de prendre de l'eau de toutes parts. Ils sont venus me voir. On dit, ah, mais président, ce qui se passe là, notre candidat va perdre. Voilà ce que nous te proposons. Puisque nous sommes l'état-major, dans l'ordre, on va bousiller toutes les unes, on va créer la zizanie, et puis l'élection n'aura plus lieu. En ce moment bien précis, tu reprends la main, on met sur un bureau de crise, et puis tu mets un préalable. Le préalable, c'est que ton candidat est président, où il n'y a pas de bureau. Je leur ai dit ceci. Nous sommes une jeune démocratie. Mais on vous demande d'imposer la dictature estudiantine en quelque sorte. Et je leur ai dit, vous savez, comme on le dit, on ne change pas, on se révèle à soi-même, on se révèle à ceux qui sont en face de soi. Tout ce que je vous dis, j'ai des amis aujourd'hui qui peuvent authentifier ce que je suis en train de dire. Et donc j'ai dit aux amis de l'état-major, on ne détruira pas les jus, on va attendre les résultats. Mais effectivement, on a attendu les résultats, mon candidat a perdu, on a passé service à celui qui a gagné. Mais pourquoi pas toujours un dauphin, cette histoire de dauphinat? C'est quoi le problème? De quoi avoir peur? Parce que ça a commencé déjà depuis l'université, où vous avez voulu imposer non, pas imposer. Qui a perdu par la suite. Non, pas imposer. Vous avez fini vos 2 mandats simplement pour vous retirer. Non, pas imposer. Le contexte est assez clair, pas imposer. Parce que, vous savez, là-dessus, je ne suis pas trop contre ceux qui pensent. Et ça, je le dis et je l'assume. Je ne suis pas contre ceux qui pensent que, après avoir fait un certain nombre d'efforts, qu'on puisse s'assurer que ces efforts n'iront pas à l'eau après soi. Donc vous comprenez le chef de l'État dans sa logique. Non, c'est vous qui me comprendrez quand je dis. Voilà, allez-y. Parce que quand je fais des efforts pour amener le pays à un niveau de il serait irresponsable de constater tous ces efforts revenir à zéro, alors que j'ai la possibilité démocratiquement de donner une chance que ça se poursuive. On ne peut le refuser à personne. Le président Yahi Boni, quand il partait, il avait bien voulu quand même que ce qu'il a entamé puisse se poursuivre en jetant son dévolu sur M. Lionel Zissou. Le peuple n'en a pas voulu, mais les jeux étaient démocratiques et ouverts. Quand son candidat a perdu. Parce qu'en réalité, aucune loi au monde ne vous empêche de jeter votre dévolu sur quelqu'un. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter les normes. Alors vous avez tendance... Non, parce que ce n'est pas imposé, voilà. C'est désigné. Je désigne quelqu'un qui pourrait poursuivre ce que nous avons commencé, mais sans l'imposer, et les jeux sont ouverts. Nous n'interdisons pas, ou nous n'empêcherons pas M. Patrice Talon, aujourd'hui président de la République, d'aller dans ce sens. Il est libre de jeter son dévolu si qu'il veut. Mais premièrement, nous continuons de dire qu'il n'y aura pas de 3e mandat. Moi, nous ne le souhaitons pas. Il a dit. Il est un 3e mandat. Il l'a dit.
Mais non, il a dit, mais entre sa parole, entre ses propos et les actes qu'il pose, il y a une grande confusion. Mais à vous entendre quand même, hein, vous êtes en train de peindre en moi tout ce que Patrice Talon a fait. Pour vous, est-ce ça faire une révolution? Cette question me permet d'expliquer mieux Oui. la situation à vous. Vous voyez, moi, je n'ai pas de ministre. Le parti des démocrates n'a pas de ministre. Oui. On n'a pas de députés. Non, on a des députés. Mais on n'a pas de ministre. On n'a pas de maire. Vous voulez qu'en plus de ces ministres, qui sont payés sur les fonds de contribuables, en plus des ministres de M. Patrice Talon, en plus de ces députés, en plus de ces maires, en plus de ces directeurs généraux, que moi, je viens de faire encore la propagande pour lui. Moi, je suis dans le rôle qui consiste à dire il y a une autre alternative, il y a une autre proposition. On faire des propositions concrètes. Nous faisons des propositions, c'est vous qui ne suivez pas la proposition. Ah, oui, non, vous allez mieux le comprendre. Parce que M. Patrice Talon a tellement un mandat difficilement défendable. Aujourd'hui, ceux qui peuvent défendre ce mandat-là se cachent et rasent les lignes. Donc, je vais vous dire. Ceux qui doivent défendre ce mandat, ce mandat, il n'est tellement pas réluisant que ceux qui doivent le défendre. On n'observe rien sur le terrain. C'est ce que je vous dis. Oui, soyez reconnaissant quand même que quelque chose a bougé. Le Bénin existe depuis 1960. Oui. La construction des voies n'a pas commencé avec M. Patrice Talon. D'accord. Oui. La construction des voies n'a pas commencé avec M. Patrice Talon. La construction des écoles n'a pas commencé avec M. Patrice Talon. Oui. La construction des hôpitaux n'a pas commencé avec M. Patrice Talon. Mais au nom de quoi M. Patrice Talon dit aujourd'hui, parce que je veux construire des voies, parce que je veux construire des écoles, parce que je veux construire des marchés, celui qui parle, je le mets en prison. Celui qui n'est pas d'accord, je le fais sortir du pays. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne peut pas tronquer, comme je l'ai dit, un développement hypothétique pour nos libertés. Mais c'est ce qui se passe. Il a demandé à ceux-là, par exemple, de venir répondre après. Vous dites, il a demandé de répondre de leurs actes, c'est tout. La première personne qui pouvait répondre de ses actes, c'était lui en son temps. En son temps, il n'a pas voulu répondre parce qu'il sait que c'est politique. Mais il a gagné des procès à l'international. Le référent en politique est le même dans tous les pays de non-droit. Oui. Le Bénin aujourd'hui est devenu aujourd'hui un pays de non-droit, un pays de violation des droits. La belle preuve, c'est même d'actualité. M. Rémi Nyambako, à qui d'ailleurs je rends hommage et à qui j'apporte mon soutien, a été kidnappé hier, a été enlevé hier. Ça ne se fait dans aucun pays qui respecte les droits. Vous assumez, hein, vous dites. Mais c'est un enlèvement. Comment vous définissez un enlèvement? Comment vous définissez un kidnapping? Un kidnapping, c'est qu'on vous guette dans un coin de la rue, on vous choque, on vous met dans un véhicule et puis on démarre avec vous. Mais c'est des pratiques de voyous, mais c'est ce qu'on a constaté hier. Lorsqu'on veut interpeller un citoyen, comment ça se passe? On vous envoie une convocation. Mais ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Dans un état de droit, lorsqu'on veut interpeller un citoyen, il y a procédure pour interpeller un citoyen. Pour interpeller un citoyen, on lui envoie une convocation. Mais vous mettez le monsieur, il est allé se taper des crédits dans son portable, dans la cabine du coin de la rue. Vous le guettez alors qu'il est sur son danger. Vous lui coupez la voie. Il est obligé d'abandonner son engin, vous le prenez de force, vous le mettez dans le véhicule et vous démarrez avec lui. Oui. Parce que les populations vous ont vu. On va attendre quelques jours pour passer. Non, parce que les populations vous ont vu. Vous dites aux populations de dire à ses parents qu'on l'envoie à l'RCC ou je ne sais pas quoi. Non, mais écoutez, ce que nous disons, et ça je le dis pour la postérité, aucun pouvoir, et ça c'est mon père qui me le dit souvent, le seul pouvoir qui est inaltérable, c'est le pouvoir de Dieu. Quand vous gérez une nation, parce que vous êtes fort aujourd'hui, faites de telle sorte que le jour où les autres seront forts, qu'ils soient obligés de jouer dans les normes. C'est tout ce que nous faisons comme combat. Le combat que nous engageons aujourd'hui, c'est un combat pour le respect de vos droits, M. Hamon. C'est un respect pour le droit des uns et des autres. Parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dans ce pays, et ça, c'est pas de moi, lorsqu'on a écouté M. Patrice Talon, qui racontait le film de son détalage lorsqu'on voulait le prendre. Mais il était obligé de, comme l'autre disait, il était obligé de prendre le large. Parce que, à un moment donné, on constate qu'on est plus fort. Mais quand Dieu nous donne la possibilité de revenir aux affaires, qu'est-ce qu'on fait?
on revient et on construit les normes. On construit de telle sorte que, même si je ne vous aime pas, que vos droits les plus élémentaires soient respectés. C'est tout le combat que nous faisons. Voilà, en revenant au Parti des démocrates, vous avez choisi Boni Yaye comme président de ce parti-là, alors que vous savez qu'il ne peut plus quitter un autre mandat. Pourquoi vous l'avez fait? Oui, vous savez, gérer un parti comme le Parti des démocrates, c'est une lourde responsabilité. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi aujourd'hui de saluer le président Éric Ndété pour le travail qu'il a abattu depuis la création du parti. Il a quand même il a donné son énergie, il a consenti beaucoup de sacrifices pour que nous en soyons là où nous en sommes aujourd'hui. Et il n'a pas délégué. Mais compte tenu des enjeux que nous avons, nous continuons de croire que celui d'entre nous qui soit le plus, je dirais, le plus tapé, celui d'entre nous qui soit aujourd'hui le plus populaire, celui d'entre nous qui aujourd'hui est l'homme de consensus, c'est le président Yaye. Vous l'avez dit, l'une des raisons pour lesquelles il remplit toutes les conditions que je viens de définir, c'est d'ailleurs parce qu'il ne remplit aucune condition d'être une élection présidentielle. Et son passé n'est pas un passé sur lequel on peut cracher. C'est un passé qui inspire davantage de personnes comme nous, des jeunes comme nous. Donc pour nous aujourd'hui, faire du président... Mais vous oubliez quand même qu'il a été pratiquement violenté et à la fin de son mandat. Vous vous rappelez? Le président Boni Yaye a été violenté. Violenté pratiquement le jour où pas la population, les gens ont lancé des pierres. Vous savez ça? Donc vous parlez d'un autre pays. Il n'a pas été lancé de pierre au président Yaye. Ah bon? Non. Ah bon? Ni sur son cortège, ni sur sa personne. Dites-moi quand, dites-moi au cours de lorsqu'on a proclamé les résultats, on lui a jeté les pierres. On a raté le charbon. Voilà. Dites-moi. Non, vous estimez même à la fin de son mandat, il était aimé. Le charbon, il n'a pas. Oui. Personne ne peut sûr, il n'a pas. Voilà. Vous me rappellerez le fait. Les événements au cours desquels on lui a jeté les pierres, au cours desquels l'événement, la date qu'il a dit, et on en discute. Je parle de la fin. À la fin de son mandat, lorsque les présidents ont été pourtant. Vous voulez dire par exemple, le président Boni Yaye a été applaudi à la fin de son mandat. Vous venez de faire une déclaration que je jugerai extrêmement Stop. Pour enlever cette question? Oui, stop. On va laisser le on n'a pas dit stop là. On va venir. Et on va arriver. C'est mon grand frère. On se connaît bien. On va laisser la question. Bon, on laisse la question. Nous sommes même sur l'émission. Attention, il ne faut pas qu'on sorte tout de suite. Nous allons parler. C'est bon? Non. Ok, nous allons parler de la nouvelle loi et tellement contestée, alors qu'elle a pris en compte certaines de vos préoccupations. Vous avez peur de quoi? Voilà. Merci beaucoup, monsieur Arnaud. Je voudrais, avant de répondre à cette question, vous remercier. Parce qu'aujourd'hui, notre peuple a le droit de savoir. Et comme j'ai l'habitude de le dire, moi, je fais l'effort d'être honnête envers moi-même et envers la République. Parce que, je l'ai dit, quand on a l'âge que j'ai, on veut avoir une longue carrière, il faut être lisible. Vous savez, la loi, le code électoral a été promulgué par le président Patrice. C'est un danger pour ce pays. Mais elle a pris encore certaines de vos préoccupations. Non, je veux le dire. Non, je veux le dire dans les thèmes les plus simples que tout le monde puisse comprendre. Voilà, allez-y. À quel moment fait-on la relecture d'un code électoral? Alors, partons d'abord de ce principe. On fait la relecture d'un code électoral après une période électorale où on a constaté des faiblesses, soit dans le processus électoral, soit dans le déroulement de l'élection. On décide en toute souveraineté de relire l'instrument qui nous réunissait au cours de cette compétition. Et donc, au cours de la dernière élection que nous avons connue, c'est les élections législatives de 2023. Donc, au cours de cette élection, on a constaté des faiblesses. Mais, je dirais, le contexte de la relecture n'est pas ce que je viens de dire. Ce que je viens de dire, c'est la logique qui aurait pu pousser à une relecture. Mais le contexte de cette relecture, c'est une décision de la Cour constitutionnelle
qui a bien voulu qu'il n'y ait pas de rupture de légitimité, comme ils l'ont dit, entre ceux qui sont élus en 2023 et ceux qui sont élus en 2020, en 2023 et ceux qui sont élus en 2026 par rapport au parrainage. Donc, l'Assemblée nationale décide d'aller au-delà de ce qu'a demandé la Cour constitutionnelle. Donc, l'Assemblée nationale dit, au-delà de réparer cette rupture de légitimité, je vais faire une rélecture purement et simplement du code électoral. Et donc, lorsque le législateur décide de faire une relecture, le législateur devait rester dans le contexte que j'ai défini en amont. C'est-à-dire prendre en compte les faiblesses qui étaient constatées soit au cours du processus, soit au cours du déroulement de l'élection. Et quelles sont les faiblesses qui avaient été constatées? On prenait quelqu'un comme moi. J'ai été écarté de la dernière élection législative. Pas qui? Mais pas ceux qui nous dirigent. Mais pas les... Est-ce que c'est eux qui ont fait votre liste? Non, mais On pas... a été écarté. Oui, j'ai été écarté. Non, j'ai été écarté parce qu'il y a eu des pressions sur la liste du parti. On n'a fait pas un parti qui n'irait pas aux élections comme en 2019, parce qu'en 2019, il y a eu une exclusion collective. Donc en 2023, il y avait cette sinistrose qui existait et on a fait croire aux responsables du parti. Et s'ils n'appliquaient pas, on a mis le parti sous pression, vous n'irez pas. Qu'est-ce que vous avez été reproché? La seule chose qui m'a été reprochée, que je peux dire, j'ai promis la tête maintenant, c'est qu'on me reproche en doute de parler trop. Je ne sais pas si c'est un péché ou c'est une faiblesse. Ça fait partie des critères. Je ne sais pas. Je constate simplement qu'on me reproche d'être gênant. Et donc on m'a écarté. Mais pour m'écarter, ils sont passés par la loi. Parce que chaque candidat doit pouvoir payer ses impôts. Et donc, après le paiement de vos impôts, on vous délivre le quitus fiscal. J'ai payé mes impôts et tout à l'heure, j'écoutais des amis qui ont parlé de la dématérialisation au niveau de la fonction publique. Et donc, j'ai reçu un SMS qui m'a dit, mais M. Guy Bochou, vous ne devez rien à l'État. Vous avez une situation fiscale zéro. Et donc, la conséquence directe, c'est que je devais pouvoir entrer en possession de mon quitus fiscal, ce qui n'a pas été fait. Et donc, on a confisqué mon quitus fiscal après que je ne puisse pas être terminé. Mais, malgré ça, le parti me positionne comme tête de liste à Cotonou dans la 16e circonscription. Et donc, je n'ai pas mon quitus, on me positionne, et puis bon, après, le reste, on décide de m'écarter. Mais je reviens à ce que je disais. Donc, dans une relecture du code électoral, les législateurs doivent pouvoir dire, écoutez, le directeur général des impôts a tout le pouvoir. Désormais, pour ne pas qu'on puisse écarter quelqu'un sans raison, puisque vous avez parlé des raisons, et moi j'ai parlé des raisons que quelqu'un d'autre pourrait qualifier de subjectif, pour ne pas qu'il y ait ces interprétations, dans le nouveau code, on peut diminuer les pouvoirs du directeur général des impôts. Si vous estimez... Mais il avait toujours eu ces pouvoirs-là. C'est ce que j'ai dit. Dans une relecture du code, on peut dire dans le code, si vous estimez que M. Agon doit à l'État, on dit à M. Agon doit à l'État, s'il doit à l'État, alors on lui fait l'imposition, mais ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas suffisant pour les disqualifier. Vous lui faites son imposition, s'il est élu, on revient sur la question. Mais on ne doit plus donner pouvoir au directeur général des impôts de trouver un argument paraché pour disqualifier. Une autre raison. Peut-être, par exemple, quand l'élection finit et qu'on fait la compilation sur les PV de vote, les bureaux de vote, aujourd'hui, en l'état, le code électoral dit que c'est un coordonnateur d'arrondissement. Et le coordonnateur d'arrondissement, nous l'avons contacté avec le Parti des démocrates, que c'est une seule personne qui a toute cette responsabilité. Dans notre proposition, nous avons dit qu'il faudrait une coordination. Et la coordination est composée des représentants de tous les partis dans le bureau de vote. Afin que pour reporter les résultats de l'élection, les candidats de tous les partis sont présents et en présence, on reporte les résultats. Mais aucun de ces amendements n'a été pris en compte. Et je peux encore citer. Quand vous dites que certains de nos amendements ont été pris en compte, vous parliez de quoi? De la caution. Pour les présidentielles, c'était à 50 millions. Et ils ont accepté de venir à 25 millions. Mais ce n'est pas les questions les plus prioritaires. Les questions les plus prioritaires, c'est les questions qui vont permettre à l'élection dorénavant d'être une élection transparente,
une élection libre et une élection équilibrée. Mais pourquoi vous voulez que les autres, c'est que vous appelez prioritaire, pourquoi vous voulez que les autres en fassent aussi une priorité? Oui, mais parce que je viens d'en parler, c'est des conditions qui permettront à l'élection d'être plus transparente. Voilà, quelles sont vos relations aujourd'hui avec les autres partis de l'opposition, si je peux les appeler ainsi, et la FCDE? Non, nous avons de très bonnes conditions avec les autres partis de l'opposition. La seule chose que je voudrais dire avant de revenir à ça, je crois qu'on n'a même pas encore parlé des 1 dixième de ce dont on a dit sur le code. Parce qu'il y a trop pas dit sur le code. Maintenant, on revient à notre relation avec les autres partis de l'opposition. On n'a pratiquement aucun problème avec les autres partis de l'opposition. Vous sentez une certaine sincérité, ne me demandez pas de réponse politique, hein. Est-ce que vous sentez qu'il y a une sincérité dans votre collaboration avec les autres partis? Non, mais cette focalisation ne doit pas être seulement faite sur les partis de l'opposition. La question de la sincérité aujourd'hui dans la collaboration avec les autres partis politiques, ce qui importe, c'est d'abord que nous puissions régler les conditions de la compétition. Régler les conditions de la compétition, que les conditions de la compétition soient des conditions véritablement inclusives. Et ça, j'insiste là-dessus. Je garde un arrière-goût parce que je sens qu'il y a que de l'émission, je garde un arrière-goût parce que j'estime qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Voilà. Mais vous avez accepté que je dise ceci. Ce code est un code exclusif. Ce n'est pas un code qui garantira plutôt les conditions de paix après l'élection. Parce qu'on n'a même pas parlé de l'article 132 nouveau. Si vous ne parlez pas de ça, vous n'avez pas parlé du code. On n'a pas parlé de l'article 146 nouveau. Si vous ne parlez pas de ça, vous n'avez pas parlé de ce code. Donc je suppose que cette émission m'a permis de parler un peu peut-être de l'actualité. Voilà. On aura le temps de vous rappeler, mais une dernière question avant que vous puissiez dire votre mot de fin. Guy Mitoké, candidat des démocrates en 2026, ça vous dit? Mais écoutez, ce n'est pas l'ordre du jour. La chose la plus importante aujourd'hui, c'est le code électoral. Parce que si le parti vous désignez candidat. Non, ce n'est pas l'ordre du jour. Parce qu'au niveau du Parti des démocrates aujourd'hui, la chose qui importe le plus, c'est qu'on puisse assainir les conditions de compétition. Moi, je continue de croire qu'on doit assainir les conditions. Vous savez qu'avec ce code électoral, par exemple, je ne serais pas surpris de nous dire demain qu'on a été écarté d'avoir un candidat d'élection présidentielle. Parce que ce code, tout a été mis dans ce code pour que le Parti de l'opposition et les démocrates ne puissent pas avoir de candidat à l'élection présidentielle. Comment? Vous voulez que j'explique? Oui. L'article 146 nouveau dit. Non, la 632 nouveau dit qu'il faut désormais avoir 15% de taux des élus, députés et maires pour avoir un parti. Le seul parti sur lequel ça a été calculé aujourd'hui, c'est le Parti des démocrates. Parce que les 15% vous donnent 28 signatures. Le seul parti en République du Bénin aujourd'hui qui possède 28 parrainages PPP, vous parlez ici, c'est le Parti des démocrates. Et donc, si notre adversaire aussi, le BR a 28 députés plus des maires. Donc, ce n'est pas le meilleur, c'est que nous. Et connaissant les pratiques du président Patrice Talon depuis 8 ans, s'il calcule comme ça, nettement sur son adversaire, il a mis dans leur discours pour l'éliminer. Et ça, votre émission ne me permet pas de rentrer dans les détails parce que vous me dites bien que mais sinon, j'allais vous démontrer. Vous, avec les minutes, vous aurez votre candidat, c'est clair. C'est ce que je vous dis. Voilà. Le temps ne nous permet pas de rentrer dans les détails, c'est regrettable. Sinon, j'allais véritablement vous dire. Il essaie de tout faire pour que vous gardez cette cohésion en votre sein. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Parce que ce régime a pris ses dispositions pour qu'en 2026, on ait un parlement monopolo comme en 2019. J'allais avoir les candidats, j'allais avoir le temps de. Parce que ce que je vous dis, on peut décrire, on peut rentrer dans les détails. Et ce régime a pris ses dispositions pour qu'on n'ait pas de candidat pour l'élection de 2026. J'aurais bien voulu quand même qu'on ait une émission spéciale où ça sera consacré uniquement au Merci beaucoup, honorable Guy Mitoké. Je rappelle que vous êtes un ancien parlementaire et acteur politique. Vous êtes le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates. Cette émission, c'est votre émission. Vous pouvez venir toutes les fois que vous voulez. Cette télévision, c'est Soleil Levant TV. C'est votre télévision aussi. Mesdames et messieurs, nous allons mettre fin à cette émission. Nous avons passé, je crois bien, 1h30, c'est-à-dire 90 minutes de télévision. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.